l'aviation demandait des aides publiques, eh bien, elles devaient être conditionnées à des engagements de respect de l'accord de Paris, qu'elles devaient être évidemment orientées vers la défense des travailleurs et non des actionnaires, ce qui nous paraît quand même assez légitime. Et donc là aussi, une fois de plus, on voit que cet outil, on l'a utilisé via ce qu'on appelle un send letter, où on a pu envoyer des lettres directement. On a mis à disposition l'adresse email notamment du ministre Alexander De Croo, qui est en charge de ces négociations. Et le ministre De Croo a reçu 14 000 courriers de citoyens leur demandant à minima de conditionner ces aides et d'avoir des engagements clairs du secteur de l'aviation, parce que à l'heure actuelle, c'est quand même celui qui émet le plus de CO2, qui a les émissions qui sont les plus croissantes et qui n'envisage potentiellement pas du tout de les réduire, ou par des outils qui sont, nous considérons comme étant principalement des outils de greenwashing. Planter des arbres, c'est pas suffisant quand on prévoit d'augmenter le nombre d'avions de manière exponentielle dans les années qui viennent. Donc voilà, c'est des outils comme ça qu'on essaye d'utiliser. Alors, ce à quoi on est confronté évidemment aussi, c'est que la population n'est pas forcément toujours prête ou toujours à l'aise avec ce genre d'outils, mais on voit vraiment qu'il y a un rôle, parce qu'il y a une perte de confiance dans les pouvoirs politiques qui est hyper importante, qu'on remarque vraiment très très fort quand on va sur le terrain, parce que moi je suis encore allée sur le terrain aux côtés des hôpitaux pour soutenir le personnel des hôpitaux dans leurs recommandations aussi. Je vous parlais de la convergence des luttes, et donc Greenpeace a décidé de vraiment soutenir aussi les revendications du personnel médical et de tout le personnel qui a travaillé pendant ce confinement, et dont les statuts sont souvent des statuts extrêmement précaires. Et donc voilà, et donc c'est des retours qu'on a vraiment très très forts. On pense que c'est important, cette convergence des luttes, et on pense que c'est important de porter la parole de ces citoyens qui sont souvent laissés sur le côté, aussi parce que on est convaincu que, d'une certaine manière, cette crise Covid, elle est malheureusement une certaine forme de répétition générale avant les prochaines crises. Alors, je ne suis pas quelqu'un du secteur de la santé, mais je pense que d'autres pandémies vont arriver. Et puis aussi, simplement de manière, si on regarde par l'angle qui est notre travail au quotidien, la crise climatique va aussi avoir des impacts très importants sur la santé, sur l'économie, sur les conditions de vie et de bien-être des gens, et aussi sur la restriction potentiellement des libertés des gens. Et donc, on ne peut pas rester de glace par rapport à ça. On ne peut pas rester muet parce que ce ne serait pas nos sujets de prédilection. On doit vraiment s'unir. Et donc, tout le travail qu'on fait behind the scene, c'est vraiment de se dire comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main avec les syndicats, comment est-ce qu'on peut travailler main dans la main avec tous les autres secteurs qui crèvent, pardon de l'expression, et qui se sentent aussi exploités d'une manière ou d'une autre par les lobbies économiques et par l'aveuglement du pouvoir politique à ce stade. Et je le dis avec d'autant plus de force que Madame Cavalier le sait peut-être ou pas, je ne sais pas, mais j'ai aussi fait 10 ans de politique, j'ai été aussi 10 ans dans ce monde, et je sais combien ils ont des outils que nous n'avons pas, et que donc ils ont la responsabilité d'utiliser ces outils que nous n'avons pas, nous, la société civile, en notre possession. Et je sais aussi que ces outils sont disponibles, et que s'ils ne le font pas, c'est que c'est soit de la nonchalance, c'est soit un manque de vigilance, ou soit un manque d'attention à une bulle qui n'est pas la leur, qui est celle de la société civile et celle de la réalité des citoyens. Voilà, à ce stade, je voudrais peut-être en rester ici, et merci déjà pour les questions et les réponses et le débat qui s'en suivra. Eh bien, je vous remercie. Je suppose que par les questions, vous aurez l'occasion de revenir sur ces points que vous venez d'évoquer en fin de première intervention, les libertés citoyennes, le fait de créer des ponts entre organisations, le fait de refuser l'exploitation qui se dessine à l'horizon. Nous allons sans doute dans un deuxième tour pouvoir approfondir tout cela. Encore merci. Et je donne maintenant la parole à Monsieur Alain Deneau qui nous parle depuis son Canada. Micro, oui. Ah oui, oui. Voilà, on vous entend, c'est bien. Vous m'entendez? Bon, excusez-moi. Donc, je vous demande pardon. Oui, je vous remercie donc de l'invitation. Je vous remercie d'avoir rendu cette rencontre.
Il est difficile en peu de mots et en peu de temps de cerner la problématique face à laquelle nous sommes. Je pourrais dire qu'ici, en Amérique du Nord, d'une manière tendancielle, mais vous voyez que là, il y aurait beaucoup de nuances à apporter entre le Canada et les États-Unis, entre des régions des États-Unis et des régions du Canada, entre le monde côtier rural d'une part et d'autre part le monde urbain. Mais il reste qu'on assiste à une polarisation sur les questions qui étaient évoquées en introduction, hein. Entre, je dirais, une position que critiquait Michel Foucault, une critique au sens philosophique du terme, là, qui canalisait Michel Foucault, au fond, le mot d'ordre, il faut défendre la société, quoi. Donc, on sent qu'il y a, toute une partie de la population qui, à l'unisson avec les médias, avec les politiques, avec les experts en santé publique, font bloc et considère que toute directive, toute réglementation, toute interdiction, toute répression, toute délation est bonne dans la mesure où elle permet de protéger la société et d'étouffer, je dirais, une sorte de réflexion philosophique qu'il y a à avoir entre une vie mue par la pulsion de mort et une vie qui s'expose à la mort, quoi. Bon, c'est toute une question qu'on pourrait avoir et qu'on n'a pas finalement. Qu'on n'a pas parce qu'il y a d'une part des gens qui font bloc pour défendre la société, quoi, avec tout ce que cela peut représenter de dispositifs répressifs. Et d'autre part, il y a des acteurs qui dénoncent moins qu'en Allemagne, moins qu'en Europe, ici, surtout aux États-Unis, des acteurs sociaux qui dénoncent ces règles, ces contraintes, cette réglementation, cette discipline qui est imposée à l'ensemble social. Et j'aurais envie de dire, malheureusement, il correspond à un clivage entre ce que j'ai appelé pour ma part l'extrême centre et l'extrême droite. C'est un peu comme ça qu'on peut, oui, présenter les choses. Mais pour ce faire, il faut faire un certain détour là, que vous me permettrez. En disant d'une part que je me permets un détour, si vous le permettez, en disant d'une part que cette pandémie, ce virus, il ne vient pas du ciel. Il ne représente pas strictement une malédiction. C'est ce que beaucoup de... c'est souvent ce qu'on suggère dans le discours public. Ce serait très long d'abonder en ce sens, mais on sait au moins que l'interconnexion de l'appareil de production mondialisé, le fait d'avoir surexposé les populations les unes aux autres, étant donné cet appareil de production mondialisé, par exemple, le 25 juillet 2019, on battait un record avec 230 000 avions dans les airs cette journée-là seulement, ce qui témoigne d'une interconnexion sans précédent entre les populations du monde et les gens voyagent continuellement pour affaires, en grande partie. Je vais revenir ensuite sur un autre volet de ce phénomène. Et cela s'explique par l'appareil de production délocalisé massivement en Asie et dans des zones franches pour permettre à des actionnaires et à des grandes entreprises d'exploiter un prolétariat captif comme on le faisait au 19e siècle et qui n'a pas encore bénéficié des avancées sociales auxquelles on a assisté en Occident grâce à des mobilisations, à des groupes, à des syndicats, à des partis, à des grèves, à des stratégies. Il en va de même pour la monoculture, hein, donc en ce qui concerne le volet de la production, et en ce qui concerne la consommation, c'est le tourisme de masse qui ont fait qu'on a surexposé les populations les unes aux autres à ce problème auquel on est confronté aujourd'hui de nature épidémiologique. Cela dit, ce qui m'importe, moi, c'est de noter que tout est fait pour que les défenseurs de ce modèle, pour que les artisans et les plaideurs pour ce système considèrent les conséquences de ce système au titre de leur bilan. Depuis des années, on vote pour des gens parce qu'ils sont millionnaires. Il y a des candidats dans des élections qui se présentent à nous
surtout en Amérique, mais on a un Emmanuel Macron, par exemple, en France, ou un Berlusconi en Europe qui va directement dans ce sens, et qui nous invite à voter pour lui, plus rarement pour elle, c'est surtout pour lui, parce que cette personne-là a réussi en affaires, parce que cette personne-là comprend le capitalisme, qu'elle y a excellé. On nous dit, votez pour moi, j'ai réussi en affaires, je suis pour le libre-échange, je suis pour l'accès aux paradis fiscaux, je suis pour l'extractivisme, je suis pour le productivisme, pour le consumérisme, je suis pour la mise en concurrence des travailleurs entre eux, la mise en concurrence des États entre eux, je suis pour qu'on puisse, comme multinationale, poursuivre un État dans un tribunal ad hoc. Je suis pour tout ce qui fait aujourd'hui, d'un point de vue législatif et réglementaire, la mondialisation, qui est une œuvre, hein, qui n'est pas comme ça le fait d'un effet de nature. Mais toutes les conséquences fâcheuses de ce régime qui est celui du capitalisme mondialisé et financiarisé, toutes les conséquences, que ce soit une pandémie, que ce soit la fonte des glaciers, l'avancée du désert, la réduction des forêts, la montée anormale des crues, la migration d'espèces redoutables, que ce soit la recrudescence d'ouragans, de raz-de-marée, d'incendies de forêt, de canicules, que ce soit même des tsunamis qui sont favorisés par la fonte des glaciers, la libération du méthane, du pergélisol, ainsi de suite. Quelles que soient les conséquences, nous, défenseurs de ce régime, nous qui nous faisons élire parce que nous nous présentons comme ayant excellé et réussi dans ce régime, nous présenterons les conséquences de ce régime-là comme des malédictions universelles qui nous échoient, qui nous incombent, face auxquelles on est en quelque sorte démunis, face auxquelles il faut trouver en quelque sorte des solutions, comme si nous en étions des victimes. Et ce qui est regrettable du point de vue de l'articulation du débat public, c'est qu'on n'arrive jamais à faire porter au bilan de ces acteurs politiques-là, que ce soit des gens qui ont réussi eux-mêmes ou que ce soit des sociodémocrates tièdes, extrêmes centristes qui, au fond, défendent continuellement ce régime, on n'est pas à même de faire porter au bilan de ces gens-là les conséquences extraordinaires de ce régime en termes de destruction, en termes de saccage, en termes d'inégalité sociale, en termes d'impérialisme. Tout le temps, d'un point de vue rhétorique, ces acteurs-là arrivent à faire passer pour un fait de nature, pour la volonté des dieux ou la foudre des dieux, ce qui nous échoit comme civilisation et comme société, alors qu'ils en sont parfaitement responsables. Et ça, c'est un vrai problème qui fait partie de ce qui m'agace le plus, je dirais, ces temps-ci. Je dirais une chose sur, comme on a peu de temps, je vais conclure sur ce point-ci. La tendance maintenant, ici, en tous les cas, en Amérique du Nord, est un retour à la normale. Je comprends qu'en Europe aussi, avec ces politiques de déconfinement, on en appelle un retour à la normale, à une normale, à quelque chose qui soit le plus près d'une normalité. Et c'est un vrai problème que celui de cette normalité-là, parce qu'on entend presque par normalité un retour au statu quo. Et toutes les métaphores qu'on a utilisées pour parler de la crise sanitaire que nous traversons ont consisté à promettre un après qui ressemble à l'avant. Il y a eu toutes ces métaphores sur la guerre, sur la montagne, sur la tempête, selon les régions où nous sommes, parce qu'il y a évidemment la paix après la guerre, le versant descendant d'une montagne, qui a le calme après la tempête, comme si nous étions prédestinés à revenir à une normale le plus possible, alors que cette normale-là n'est pas de l'ordre d'un statu quo. Ce n'est pas comme un État où toute chose est égale par ailleurs, où tout est au beau fixe. Au contraire, ce régime-là qui nous amène à vivre ces crises-là, ce régime-là, continuellement, est en progression continuelle. Continuellement, il s'augmente, il raffine et sophistique ses moyens de contrôle. Il détruit et saccage encore plus les écosystèmes. Il met encore plus la biodiversité en situation de menace.
Et je vais terminer en disant que cette position-là, aujourd'hui, c'est celle de l'extrême centre. C'est comme ça que je la qualifie. L'extrême centre, ce n'est pas une position du curseur sur l'axe gauche-droite, c'est une suppression de l'axe gauche-droite au profit d'une position qui est présentée comme la seule possible. Et la seule possible, c'est celle qui nous incite à revenir à la normale et à présenter ce qui nous arrive comme étant un fait au fond, malheureux qui nous échoit, nous, humanité, comme si nous n'y étions pour rien, alors que n'importe qui connaît minimalement les enjeux épidémiologiques se doute bien qu'en exposant des populations mondiales les unes aux autres à ce rythme-là, on s'expose aussi tous à de très grands risques, de sorte qu'aujourd'hui, quand un Chinois tousse, la planète est malade. Et par ailleurs, au fond, la dualité à laquelle ouvre l'extrême centre, c'est un rapport entre une position présentée comme normale, nécessaire, raisonnable, rationnelle, pondérée, centriste, versus une position qui en quelque sorte est nostalgique d'un rapport de violence de l'État qui date de sa fondation. Malheureusement, j'en aurais pour une conférence entière simplement à aller plus loin, mais je rappellerai simplement ceci, que l'extrême centre est une position extrémiste qui se présente comme centriste parce qu'elle a le pouvoir de l'étiquetage des positions politiques, du fait notamment de contrôler sur un mode privé une très grande partie de la presse et d'être capable d'influencer des acteurs publics ayant accès à la parole publique du point de vue de leur sémantique. Et donc, l'extrême centre consiste en fait à un pouvoir d'étiquetage ou une position impérialiste, inique, radicale, destructrice, écocide, comme celle consistant à épouser et à soutenir notre régime, mérite les épithètes de normal, raisonnable, rationnel, pondéré, centriste, et toute mesure, toute approche, toute méthode, toute philosophie, toute conviction qui s'éloigne de cet impératif de la pensée mérite au contraire des étiquettes péjoratives comme celle de rêveur, paranoïaque, fou, irresponsable et quoi encore. Bon, on peut, à partir de là, j'ai seulement mis la table, discuter de cette question. Eh bien, Monsieur Denot, je vous remercie. Je me doutais bien qu'en vous invitant, j'aurais pu vous offrir une conférence de 2 heures. Et donc, c'est remarquable de votre part d'avoir réussi à nous centrer sur l'essentiel et donc à resituer cette crise et la limitation de nos droits de citoyens et d'épanouissement personnel dans le cadre de ce monde économique qu'on peut presque qualifier de génocidaire en quelque sorte. Je suppose que des questions vont arriver pour que vous puissiez nous préciser encore tout cela. Et je vais maintenant passer la parole à Madame Marie-Rose Cavalier. Ah, le micro, vous devez activer votre micro. On n'entend pas, le micro est désactivé. Il faut aller dans le bas de la fenêtre à gauche pour réactiver votre micro. Non, vous êtes en muet. Vous m'entendez? Ah, ça y est, voilà, vous êtes revenu. Merci bien. Bien, écoutez, voilà, moi je remercie tout le monde évidemment d'être devant son écran de télévision, là, d'ordinateur. Et je voudrais remercier aussi Attac parce que je pense qu'au travers de votre invitation, vous avez vraiment bien résumé, via le titre et via ce résumé que vous avez décrit, vous avez montré à quel point le monde est en train de basculer. C'est aussi clair que ça. Et je pense qu'il va basculer si on le laisse basculer. Et donc, je pense qu'ici, aucun d'entre nous ne sommes d'accord avec ça. Et donc, je voudrais en revenir, on parle de démocratie, on parle de responsabilité politique. C'est vrai que j'en ai fait quand même quelques années et que je pense que la réalité politique aujourd'hui en Belgique, cette démocratie qui est, je dirais, la souveraineté du peuple défendue par des représentants n'est plus de mise. On a perdu le fait que les citoyens ont encore une souveraineté quelque part. Donc, pourquoi?
Mais je pense que simplement parce que nos propres représentants politiques se sont permis de donner à des institutions supranationales le pouvoir, leur pouvoir, et donc le pouvoir citoyen. Pardon. C'est pas possible. Excusez-moi. Donc, de ce fait, nos propres représentants politiques sont devenus les instruments d'une autre assemblée européenne dans ce cas-ci, hein, c'est l'Union européenne, où effectivement, seule la Commission européenne peut légiférer. Nous, nos représentants politiques ont juste le droit de transposer les directives dans le droit belge, français et autres. Donc, je pense effectivement que quand M. Denot considère la politique, la démocratie comme une médiocratie, je pense qu'il a tout à fait raison. Et qu'aujourd'hui, l'État doit fonctionner comme une entreprise, ça, c'est évidemment au travers des différents textes votés, des différentes directives européennes votées. On sait que la directive européenne, le traité de Lisbonne, vise la concurrence libre et non faussée européenne, vise à privatiser toutes les compétences des États. Seuls les budgets de la sécurité et de la défense peuvent augmenter. Tous les autres doivent diminuer. C'est ce qu'on vit. On vit ça maintenant depuis des années. Donc, juste pas un tout petit coup. Et donc, ajouter à ça, moi je pense qu'aussi, nos gouvernants qui ont passé des accords avec, par exemple, l'OMS, hein, puisqu'on est dans une crise sanitaire, ils ont passé des accords avec l'OMS qui elle-même est financée par de grands mécènes. Et donc aujourd'hui, les États sont presque à genoux devant tous les mécènes possibles et imaginables. On sait qu'à l'OMS, on le connaît, le grand Bill, hein, qui va donner des milliards d'argent pour pouvoir vendre in fine 7 milliards de vaccins. Parce que tout le monde nous dit qu'on ne sortira de cette crise que si on passe par la vaccination. Quel vaccin, quel danger, quel risque pour les gens. On ne fait pas un vaccin en 15 mois, en 3 mois, ni en 5 mois. On fait un vaccin en 15 ans. Voilà, quelque part comme ça. Donc, moi, je pense que c'est extrêmement malsain le fait que les États se plient comme ça, prennent ces gens, ces mécènes pour Dieu quelque part, hein, pour des messies. Moi, je pense que ça vaut pour nos représentants politiques, mais ça vaut aussi peut-être, moi, je pense par exemple, voilà, la Fondation Gates, on sait ce qu'elle fait, mais est-ce qu'on sait aussi que M. Rockefeller Madame Boulet me le dira, est-ce que c'est vrai ou faux que M. Rockefeller finance la maison mère de Greenpeace? Donc voilà, donc de toute façon, ce genre de, on a des documents, hein, ce genre de manière de faire de la politique n'est pas de la politique. Très honnêtement, ce n'est plus de la politique, c'est effectivement, on gère un pays comme on gère une entreprise, et comme dit l'adage, hein, dis-moi qui te paye et je te dirai qui tu sers. Donc voilà, moi je suis quand même très 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 mal à l'aise avec la manière dont nos gouvernants, notre gouvernement aux pouvoirs spéciaux a géré la pandémie. C'est une pandémie qu'on ne connaissait presque pas. On a pris des mesures qui sont complètement disproportionnées. On a mis l'économie par terre, et puis on nous a fait taire. Enfin voilà, voilà, je pense que ça a été expliqué. Les gens n'ont plus de liberté, mais et alors qu'est-ce qu'on nous dit? Vous savez, le jour d'après ne sera plus le jour d'avant. Alors très honnêtement, moi, je veux qu'on me dise ce que sera le jour d'après.
parce que ce n'est pas possible qu'on nous suive à la trace. Nous, on est tout à fait contre ce genre de pratique. Écoutez, est-ce qu'on va devenir chinois demain ou coréen? Mais c'est gravissime pour une pandémie, quand même, qui ne tue pas plus qu'une grippe saisonnière. Voilà, j'aimerais simplement prendre deux chiffres. C'est l'OMS qui l'indique elle-même. Hein. Donc, la grippe classique peut atteindre jusqu'à 650 000 morts. Et nous en sommes là maintenant, avec le compteur officiel, à 350 000 morts pour le corona. Donc, il y a 300 000 morts de différence et vous voyez la différence de mesures qui ont été prises et qui emprisonnent les gens, qui traumatisent les enfants. Enfin, je ne sais pas si vous avez vu les images des classes aujourd'hui, mais enfin, je ne sais pas, mais c'est presque un camp. Hein, ça relève du camp concentrationnaire. Voilà. Donc, moi, je pense qu'il faut réellement travailler à savoir pourquoi, comment, et je pense qu'on va certainement y arriver. Donc, est-ce que j'ai encore autre chose à dire? Oui, justement, par rapport aux chiffres. Il y a une émission de télévision française qui s'appelle LCI et qui, hier soir, a diffusé dans son 20h l'idée qu'effectivement, des études ont été faites justement sur la mortalité et qu'effectivement, une étude qui a été réalisée avec le concours de l'Institut Pasteur, les décès sont de l'ordre de 0,55% au lieu des 3,5% annoncés. Alors, je pense qu'on nous a aussi dit que les enfants que l'on qualifie de grands contaminateurs ne le sont pas, voire beaucoup moins, d'après aussi une étude qui vient de Santé publique en France et qui a été confirmée par l'Institut Pasteur. Donc voilà, est-ce qu'on est dans un grand barnum qui nous fait peur, de manière à ce qu'on puisse tomber demain dans ce que vous appeliez dans votre invitation, est-ce qu'on va vers le totalitarisme? Donc voilà, je pense que les questions que nous avons posées à la Première ministre et à son gouvernement et au ministre de la Santé, elle ne nous a à ce jour pas répondu encore. C'est dans aucun journal officiel, on va dire. Et donc, nous, franchement, on se pose encore plus de questions. Est-ce qu'on pose les bonnes questions? Est-ce qu'ils ne veulent pas, absolument pas y répondre? Parce que derrière, au lieu d'une crise sanitaire, c'est peut-être bien, comme vous l'énoncez dans votre invitation, c'est peut-être bien un changement de régime autoritaire qui s'annonce. Voilà. Voilà, je vous remercie pour cette première intervention. Il y a une petite passe d'armes là, donc Madame Boulet, je ne sais pas si vous voulez répondre à propos de Rockefeller, mais je n'ai pas envie de faire ici non, ce il n'y a genre pas de de souci. débat. Ne vous inquiétez pas, il n'y a pas de souci. Maintenant, est-ce que l'un d'entre vous, parce que nous n'avons pas de questions très précises pour le moment, souhaite apporter un petit complément à un des aspects qu'il a traités? Je vais faire un petit tour rapide et puis je poserai moi-même des sous-questions. Donc, Madame Boulet, vous avez volontairement omis quelque chose pour gagner du temps dans votre première intervention et vous voulez compléter maintenant? Non, à ce stade, non. Enfin voilà, peut-être simplement juste dire à Madame Cavalier que je suis ravie de lire ces documents, que par ailleurs, je ne connais pas toute l'histoire de Greenpeace vu que je ne suis pas omnisciente et voilà. Mais la seule chose, c'est que a priori, nous, on est indépendants financièrement, donc on ne reçoit pas de subsides de l'État. C'est peut-être intéressant pour les gens qui nous écoutent. Et on ne reçoit pas de subsides, de subventions des gens non plus, qui vont au-delà de 5 000 €, c'est interdit. Et donc peut-être que, je ne sais pas, ce monsieur Rockefeller, que je ne connais pas, que je n'ai pas le plaisir de connaître, nous a donné un jour 5 000 €. Mais normalement, il ne nous aura pas donné plus. Et jusqu'à présent,
j'ai pas l'impression qu'on ait été, en tout cas chez Greenpeace Belgique, influencé par Monsieur Rockefeller ni par quelqu'un d'autre. Ce qui est intéressant dans les réflexions de Monsieur Deneau aussi, je pense qu'il y a de la place pour des alternatives à la démocratie et c'est clair que j'ai pas envie que, et je ne fais pas partie de ces citoyens qui vont se considérer comme étant des victimes. Je pense qu'il y a des gens aussi qui n'ont pas les outils non plus à leur disposition pour pouvoir impulser ce changement. Et dans les 8500 personnes qu'on a sondées, beaucoup de gens ont cette envie, cet espoir, cette envie de changement, et ils l'expriment de manière très claire. Les enfants, s'il vous plaît. Et, mais ils n'ont peut-être pas les bons outils. Et donc, moi, de plus en plus, ma conviction, quand je vois le pouvoir politique qui échoue à apporter des réponses, je me dis que la société civile doit se structurer et apporter des réponses aussi avec des outils comme notamment les nouvelles technologies qui ont des risques, mais qui ont aussi des avantages très importants de connecter les gens entre eux. Merci bien. Je crois que vous réinsistez sur l'idée d'une société civile qui se réveille et donc la nécessité de jeter des ponts, ce que je défends personnellement dans les institutions dont je fais partie. On a parfois tendance à mettre curieusement des barrières entre nous, alors que seule l'unité peut nous permettre d'avancer. Monsieur Deneau, je pense que vous vous étiez volontairement muselé, donc si vous voulez revenir sur un point et l'approfondir un peu, profitez de ce deuxième tour. Oui, je vais... peut-être 3 points, si vous permettez. Je vais essayer d'être bref quand même pour laisser de la place aux échanges. Il y a un problème majeur dans la conjoncture actuelle. Admettons qu'on prend le parti que cette pandémie mérite le traitement qu'on lui réserve, les interdictions, les réglementations, le contrôle. Admettons qu'on prend ce parti-là, il y a un problème de légitimité de la part des États qui soudainement se découvrent qu'ils ont une mission sociale, qu'ils ont des prérogatives en matière de santé publique, qu'ils peuvent tenir tête au capital, qu'ils peuvent redevenir les maîtres du jeu, alors que pendant des années, ces États-là se sont écrasés face à la puissante machine de la haute finance et de la grande industrie, quand est venu le temps de réglementer le monde en leur faveur, en s'effaçant complètement. La réglementation consistait à disparaître comme État, et tout d'un coup, ces États-là voudraient qu'on les considère crédibles quand, soudainement, ils souhaitent reprendre la main. Il y a quelque chose de dissonant à cet égard. D'une part. D'autre part, si on veut éviter de penser les choses en termes de complot, on peut simplement se rappeler, c'est ce qui m'a intéressé moi, dans une recherche sur la firme Total, qu'une multinationale aujourd'hui ou une grande institution financière est en mesure de profiter d'à peu près toute conjoncture, tellement elles sont puissantes. Et les multinationales peuvent, quand elles vont confrontées à un changement de paradigme, comme c'est le cas ces temps-ci, ou en tout cas un changement de régime, trouver une façon d'en profiter, soit par rapport à la concurrence, soit par rapport à des actifs, soit par rapport à des situations de quasi-monopole, soit par rapport... On arrive le plus souvent dans la conjoncture à s'en sortir le mieux en tous les cas et à essayer d'en tirer un profit. Et l'autre point, je dirais, c'est peut-être pas satisfaisant, mais c'est simplement là où j'en suis. Ce qui est intéressant avec ce qui nous arrive, c'est que la pandémie active un imaginaire. Tout d'un coup, on ne vit plus à la petite semaine, on se pose des questions existentielles. Au départ, la question du virus a suscité toute une sorte de réflexion, une sorte de conscience historique partagée quant à notre histoire sur le temps long. Si on peut en revenir à l'historien Fernand Braudel, on se rappelle la violence de certaines épidémies qui ont amené des populations à fondre de moitié, par exemple. Et donc, on a cet imaginaire-là. Et c'est beaucoup cet imaginaire-là qui a pris le dessus au départ. Quand il y a eu la pandémie, tout d'un coup, on s'est revu face à la lèpre, face à la malaria. On s'est revu dans des moments historiques de notre histoire.
Et effectivement, qu'on soit pour ou contre les mesures telles qu'elles sont appliquées, qu'on les estime justifiées ou abusives ou exagérées, voire qu'on suspecte qu'elles le sont à des fins inavouables de la part des grands pouvoirs, quelle que soit notre position, personnellement, je trouve qu'il y a quelque chose d'inquiétant à voir à quel point les sociétés sont capables, en quelque sorte, de retourner un peuple, de faire en sorte que dans des grandes villes comme Bruxelles, Paris, Londres, New York, tous les restaurants soient fermés, qu'on ne parle que d'un sujet, bon, et qu'on marche au pas. J'ai un peu compris, moi, ça ne m'était jamais arrivé aussi clairement, peut-être à l'époque de la Coupe de foot de 1998 à Paris, où il y avait le même genre de conditionnement. Là, on arrive tout d'un coup à prendre un peuple et à le modeler. Et ça, c'est assez inquiétant, même si on peut juger que c'est à de bonnes fins. Donc, ça, je laisse ouvert le débat. Un autre problème aussi qu'il y a, qui nuit à la crédibilité des États, c'est que tout d'un coup, cette pandémie-là, parce qu'elle touche le capital, parce qu'elle touche la catégorie sociale aisée, parce qu'elle touche aussi le fonctionnement du capital indirectement, devient une affaire d'urgence, mais ça fait des années que la malbouffe, que des crises isolées, que des phénomènes de société qui touchent des classes dominées sont meurtrières, quoi, sont destructrices, et ça, on ne s'en soucie pas. Et si on se souciait de la vie humaine, comme on prétend le faire ces jours-ci, au point de tout arrêter, ça fait longtemps qu'il y aurait des problèmes qui n'existeraient plus, notamment celui de la malbouffe, laquelle malbouffe est peut-être d'ailleurs à l'origine du dysfonctionnement de nos systèmes immunitaires, mais ça, c'est un point spéculatif. Alors, nous avons parmi nos spectateurs des gens qui sont assez disposés ou qui ont en tout cas été disposés à accepter toute forme de confinement pour des raisons sanitaires, et qui se posent maintenant la question, l'appel du patronat à la suspension de ce confinement, est-ce que ce n'était pas donner une priorité à leur profit économique par rapport à la santé des individus, quand on sait que ce serait sur les lieux de travail qu'il y aurait le plus de contamination? Je ne sais pas si l'un d'entre vous... Mais écoutez, oui, moi je peux répondre du fait qu'effectivement, la contagiosité du virus corona, on ne la connaît pas vraiment correctement. Maintenant, moi je pense aussi qu'effectivement, mettre à mal toute l'économie d'un pays, voire du monde, c'est quand même, je dirais, un fait grave. Je pense effectivement que les patrons ont certainement besoin de faire refonctionner leurs machines, mais aussi de pouvoir payer peut-être plus correctement les ouvriers qui vont reprendre le travail. Donc, moi, je pense que les mesures de distanciation, les mesures de tracking, ces mesures de confinement font peut-être l'inverse de ce qu'il faudrait faire. Vous savez, en Suède, on n'a pas confiné de la même manière qu'ici. En Biélorussie non plus, et ils ont beaucoup moins de morts. Donc voilà, est-ce que nos représentants politiques ont pris la bonne décision? En tous les cas, ils ont pris les décisions qui leur étaient, je dirais, envoyées, conseillées par les différents experts. Je pense que le résultat va être catastrophique. Voilà. Est-ce que je peux me permettre un point? J'ai parlé beaucoup, là. Je ne sais pas si vous faites le temps de parole comme dans les débats à la télévision. Allez-y. Je vais tenter d'être bref à nouveau. Moi, j'aurais un point peut-être pas, oui, de désaccord, mais aussi c'est lié à une approche sur un temps plus long, quoi. C'est que je n'ai pas l'impression qu'on est en train de mettre à mal l'économie. J'ai l'impression que c'est ce qu'on appelle l'économie qui nous met à mal. Et que c'est cette économie qu'il faut absolument changer, mais radicalement. Moi, j'y travaille aussi, hein, c'est ce mot d'économie qu'on utilise, ce terme économie renvoie dans notre histoire à beaucoup plus de choses que ce qu'en ont fait les économistes, que se sont arrogés ce mot-là et qui en ont fait un synonyme assez rapidement d'une machine dont vous parliez, une machine capitaliste qui vise strictement à l'engrangement de capitaux à la faveur d'une oligarchie actionnariale. Bon, et ce régime-là a pour objet obsessionnel la croissance, et la croissance est responsable
en partie de cette pandémie, parce que nous n'aurions pas cette pandémie-là s'il n'y avait pas l'extraordinaire interconnexion de l'appareil de production mondialisé, que ce soit du point de vue de l'industrie ou de l'agriculture intensive et de la consommation de masse qui a supposé une ouverture tous azimuts. Et vraiment, j'insiste pour dire, moi, qui est pitoyable de voir que c'est au moment où les gens sont menacés eux-mêmes, là, immédiatement d'un virus foudroyant qui peut les tuer, hein, que tout d'un coup, on arrête tout, mais qu'on n'a rien fait lorsqu'il y a un an, le groupe la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité nous a annoncé qu'il y avait 1 million d'espèces à terme qui étaient menacées d'extinction. 1 million d'espèces, ce qui veut dire une perturbation radicale de la chaîne alimentaire universelle. À quoi s'ajoute le phénomène du réchauffement climatique et de tout ce que j'ai pu évoquer. Et cette économie-là, avec d'énormes guillemets, là, ne doit pas faire l'objet d'un sauvetage. Au contraire, elle doit être présentée comme responsable. Est-ce que je peux juste dire ceci? Oui. J'entends bien ce que vous dites et je suis d'accord avec ce que vous dites. Le problème, c'est que la souveraineté des gens n'a jamais été, on n'a jamais demandé aux citoyens s'ils étaient d'accord de vivre ce genre d'économie. Ce sont les traités qui ont été votés par tous nos représentants politiques qui nous ont mis dans cette position-là. Et donc, c'est ainsi que je dis, là maintenant, malgré toute cette économie qui nous a fait... Enfin, qui nous fait crever aussi d'une manière moins bien payée et ainsi de suite. Cette économie-là, une fois par terre, laquelle va-t-on remettre en place? Ça me fait peur. Il y a débat, bien sûr, sur cette question-là. C'est intéressant pour tout le monde d'avoir des avis qui ne concordent pas toujours. J'ai une question dans un tout autre domaine. Il y aurait, c'est peut-être une certitude, en France notamment, des plaintes et une demande de condamnation. On ne vous entend plus bien, Monsieur Burnotte, on ne vous entend beaucoup de très loin. Ça va mieux comme ça? Non. Qu'est-ce qui se passe? Il faut hurler. Est-ce que vous avez votre main sur le micro peut-être? Est-ce que vous avez... On dirait que c'est gâché, le son est coupé. Ça, c'est curieux. Essaye de te mettre en muet et de reprendre peut-être juste le fait de défaire. Voilà, 1, 2, 3, 4. On t'entend, si tu prononces bien, on t'entend quand même. Alors, ce sera court. Il y aurait donc des plaintes concernant l'illégalité du survol de Paris, entre autres par des drones. On a connu ça aussi à Bruxelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a place là-bas pour une réaction citoyenne au niveau justice en disant là, c'est contraire aux droits élémentaires, c'est une atteinte à la vie privée? Moi, je veux bien dire un petit mot, si, Oui. si je peux. Je trouve que ça, c'est quelque chose de super intéressant, c'est l'outil judiciaire. Et donc, je n'ai pas de réaction précise sur les drones. Et c'est clair que c'est un enjeu très, très important qui va faire partie de notre quotidien de plus en plus, cette surveillance permanente avec ces nouvelles technologies. Mais je pense que ce que vous disiez sur l'outil judiciaire, c'est vraiment un outil et un atout important pour les citoyens, justement. Et si je fais le parallèle avec le combat climatique, de plus en plus de gens ont recours à cet outil-là, et avec quand même des succès assez intéressants, si je pense notamment à Urgenda aux Pays-Bas, où même quand les Pays-Bas sont allés en appel de la première décision qui avait été prise donnant raison à Urgenda et tout le mouvement citoyen, ils sont allés en appel et le mouvement citoyen a encore gagné sur le fait que la question de départ, c'était est-ce que les politiques mises en place par les Pays-Bas tiennent suffisamment compte de l'enjeu climatique, et la réponse était non, donnée par la justice. Et donc là, il y a vraiment un outil génial qui peut être saisi par beaucoup de citoyens, et en général, ça fonctionne bien parce que c'est aussi en général un collectif qui va se lancer et qui va encourager les monsieur et madame tout le monde à se rejoindre. Et c'est chouette aussi parce que ça recrée un sens commun et un objectif commun. Merci bien. Un autre aspect de la problématique contrôle de la vie privée, c'est que maintenant,
plusieurs virologues en appellent à accepter, soit avec des applications de smartphone, soit par simplement centre d'appel téléphonique. Donc, on nous dit c'est très important d'effectuer le traçage. Alors, est-ce que ce traçage a, d'après vous, une raison sanitaire ou bien est-ce que là, c'est de nouveau une intrusion au niveau des relations personnelles entre personnes? Dire à quelqu'un, mais qui avez-vous fréquenté? Est-ce que c'est vraiment une démarche crédible ou bien est-ce que là, on rentre dans un système dangereux? Je voudrais peut-être dire un mot là-dessus. Je voudrais insister sur ceci, que la crise sanitaire que nous traversons est un élément d'une série de problèmes et qu'il n'y a rien de vraiment nouveau dans ce que nous connaissons maintenant. Il y a simplement une intensification, une radicalisation de la pente, de la direction vers laquelle nous allions collectivement. On sait que Donald Trump, par exemple, doit son élection à Cambridge Analytica, à Facebook, à Google, qui a su tout à fait, en quelque sorte, formater par algorithme interposé des discours, des messages à des gens sur un mode chirurgical. On sait, c'est sur ce point-là, et on l'a accepté collectivement. Et on a aussi des dirigeants, des représentants médiatiques, ainsi de suite, qui, pour la première fois de leur vie, tout d'un coup, sont concernés par une crise, parce que nous, Occidentaux, on est tellement habitués à voir la crise chez les voisins, chez les autres, ailleurs dans le monde, et à faire les fines bouches un peu de loin, à commenter tout ça, un peu comme des gens dans les estrades, quoi. Et tout d'un coup, on est concernés au même titre que tous. Et tout d'un coup, ça devient une affaire d'État qu'on puisse mourir, alors qu'il y a des peuples où, je dirais, on risque sa vie tous les jours, tout simplement, d'une manière ou d'une autre, dans une conjoncture ou une autre. Et là, tout d'un coup, ça devient très grave, parce que c'est des Occidentaux, des Blancs, des riches qui plus est, dans les villes qui meurent, bon, et qui en plus voient leurs affaires affectées parce qu'il y a une crise de confiance. Hein. Je veux dire, qui veut aller voir un match de sport où on risque de mourir simplement en étant là? Bon, qui veut aller travailler dans des grandes usines ou des grands bureaux dégagés comme tout le reste, quoi, de toute cloison, de toute intimité, comme on l'a fait, le fameux open space. Donc là, il y a d'une part une classe dirigeante qui est directement menacée et qui est indirectement menacée parce que les conditions de possibilité de la croissance, hein, du capital ne se trouvent pas réunies dans cette conjoncture. Et ce qu'on voit là d'abord et avant tout, c'est l'extraordinaire vanité morale de l'Occident. C'est son incapacité au fond, à penser, à soupeser, à réfléchir, à ordonner, à mettre en perspective un événement comme celui-là. C'est-à-dire qu'on jette son va-tout sur une sorte de résistance à cette question comme si c'était la seule au monde. Et sinon, on vire capot et on fait preuve de déni par rapport à tout ce qu'on disait la veille en disant ça ira bien et puis de toute façon on fonce. Puis il y a l'économie, il y a cette espèce de dialectique absurde entre l'économie ou quelque chose, hein, ou la santé publique, l'économie ou l'écologie, cette espèce de dilemme impensable pour qui le mot économie en théologie, dans les sciences de la nature, en psychanalyse, en littérature voulait dire autre chose que simplement la production marchande pour une caste d'actionnaires. Donc ce qu'on constate, si on ne veut pas tout de suite se ruer vers une conclusion et se donner une sorte d'idée toute faite de ce qu'on doit penser, ce qu'on doit faire, c'est que quand on voit advenir le réel, quoi, c'est l'énorme confusion et immaturité des Occidentaux. Bien, merci. Alors, il y a notre coprésident Alex Gobry qui voudrait intervenir. Vas-y, Alex. Oui, voilà, est-ce qu'on m'entend? Oui. Ouais. Mais voilà, je voulais juste dire deux mots et intervenir au nom d'Attaque Bruxelles ici, en réaction à quelques paroles de Madame Cavalier. Voilà, je suis pour qu'on pose vraiment toutes les questions ouvertement, je suis pour qu'on avance des hypothèses, etc., et qu'on en discute. Vous avez fait quelques affirmations, par exemple en disant que le coronavirus n'était pas plus grave qu'une simple grippe. Je trouve que c'est vraiment aller très vite d'affirmer ça et que
les États qui étaient partis dans cette direction. On a beaucoup qui ont dû faire marche arrière ensuite. Est-ce que, voilà, je dis juste, c'est pas pour lancer le débat parce que je pense pas que ça soit l'objet de la soirée et qu'on doit y passer trop de temps. Mais voilà, je voulais vraiment aussi, quand vous dites que qu'il y a moins de morts dans les pays qui n'ont pas confiné, c'est aussi, on peut prendre. Mais il y a des statistiques un petit peu comme ça. Non, il y a des statistiques qui sont faites et qui sont. Ça ne semble pas possible Sur le point des statistiques, je voudrais simplement dire qu'effectivement, c'est très compliqué pour monsieur tout le monde, c'est-à-dire moi, de s'y retrouver parce que suivant qu'on écoute les uns ou les autres, je ne prends qu'un seul exemple. On a critiqué la Suède en disant qu'elle avait eu plus de morts que le Danemark ou la Norvège. Il y a un virologue suédois qui a répondu en disant « Ce nombre de morts, il est uniquement dû aux maisons de repos où je reconnais nous avons mal géré. » Mais partir de ce chiffre absolu, c'est tronquer la réalité. Alors, quand on reçoit des informations comme celle-là, on comprend que certains de mes copains à qui j'envoie les mails, ils disent « Ben oui, mais moi je ne suis pas spécialiste, comment veux-tu que je tranche dans un débat comme celui-là ?» Et donc, c'est vrai qu'au niveau statistique, c'est très difficile. Par contre, la question d'Alex au niveau de cette pandémie qui ne serait pas plus grave qu'une grippe, ça semble quand même démenti par pas mal de chiffres. Donc, Madame Cavalier. Ça, ce sont vos chiffres et moi, j'en ai d'autres, probablement. Je vous les enverrai. Oui, voilà. Je vous les ferai parvenir. On peut en dehors, voilà, s'envoyer aussi des questions. Tout à fait. Il me semblait aussi que voilà, appeler à reprendre à tout prix comme la vie comme c'était avant, ne pas changer, de repartir dans l'économie, c'était essayer de cacher sous le tapis un peu les causes, même beaucoup, les causes qui nous avaient menés là. C'est, si j'ose un peu cette comparaison, ce serait comme vouloir retrouver, après un burn-out, vouloir retourner plus vite au travail. Moi, je vois cette pandémie un peu comme un burn-out collectif. Et alors, il faut d'abord se demander et travailler sur ce qui nous a amenés là pour pas que ça recommence tout simplement, ou que ça recommence dans des conditions où on est mieux préparé. Et voilà, en tout cas, se remettre en cause. Je vous remercie de m'avoir laissé parler pendant ces quelques minutes. Et je vous redonne la parole. Bien, si personne n'intervient, il y a aussi un autre aspect de la problématique que nous vivons maintenant, c'est que la presse traditionnelle qualifierait, la presse classique, qualifierait très vite de fake news tout ce qui n'entre pas dans la pensée unique du jour, et que effectivement, il est très difficile quand on a une opinion qui est divergente de celle qu'on essaye de nous inculquer, il est très difficile de se faire entendre. Alors, comme l'écrit dans son petit essai cet Américain Charles Eisenstein, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a maintenant une forme de censure ou de contrôle sur la diffusion des informations? Écoutez, si je peux me permettre de le redire, nous avons envoyé le 13 avril quelques questions à la première ministre et à ses ministres de la Santé, puisqu'en Belgique, il y en a quand même quelques-uns. Nous n'avons toujours pas reçu de réponse. Donc, pour moi, c'est une forme de censure. La deuxième, c'est celle qui fait qu'aucun média traditionnel belge n'a sorti les questions dans son journal. Pour moi, c'est une censure, voyez-vous? Donc, voilà, nous sommes déjà un pas plus loin. Hein. La démocratie dont on parlait tantôt, elle en prend quand même quelques coups. Vous savez, en 2009, nous avons déjà, avec Initiative citoyenne, nous avons déjà posé des questions à l'époque à la ministre de la Santé qui nous avait répondu. Il y avait une grande campagne de vaccination qui s'était mise en place et nous demandions simplement à ce que la loi belge, la loi sur le consentement éclairé des patients soit respectée jusqu'à ce que, et pendant ce temps-là, donc l'information aux patients, on avait demandé de stopper la vaccination. Nous sommes allés en justice, nous sommes allés en appel, nous avons perdu sur toute la ligne.
Mais il n'empêche que le contrat que nous avions demandé et l'information que nous souhaitions avoir, nous l'avons eu. Nous l'avons eu d'une manière un petit peu... voilà, c'est tombé du camion, voyez-vous. Et ce que nous avions pensé s'avérait être exact. Donc, oui, déjà à ce moment-là, nous étions censurés. Nous étions censurés par la justice. Et puis aujourd'hui, ça recommence. Donc, il y a quand même, pour moi, un énorme problème de démocratie. Merci bien. Est-ce que, Monsieur Deneau, vous avez une perception semblable ou différente là au Canada? Ben déjà, la démocratie est un terme, c'est un terme qui peut être abordé de deux façons, soit pour essayer de décrire un régime, et là, ça devient compliqué. Si vous lisez l'historien Pierre Vallon, il vous dira bon, que la démocratie repose sur le peuple, mais pour définir le peuple, c'est toujours l'instance qui gouverne, qui va en quelque sorte développer les critères. Bon, donc, en fait, on est défini comme peuple par une instance qui se légitime à partir du peuple qu'elle a défini. C'est très problématique, la démocratie, en fait, comme notion. Et chez Jacques Rancière, par exemple, on définira plutôt la démocratie comme un principe qui est celui de l'égalité des intelligences et qui ne se manifeste que par le tirage au sort. En fait, si on est démocrate pour Rancière, on est pour le tirage au sort parce que la politique renvoie au domaine de réflexion des choses publiques qui ne relèvent d'aucune compétence spécifique. Toutes les compétences sont valables pour penser les enjeux qui nous sont communs. Donc moi j'ai de la difficulté à dire la démocratie est menacée, alors qu'à mon sens elle n'est même pas réifiée, quoi. Et il y a encore énormément à faire. C'est pas parce qu'on est dans un système électoral avec quelques droits évanescents du moment qu'on veut s'en prévaloir qu'on est en démocratie. C'est beaucoup plus complexe. Ce que je constate, pour essayer plutôt de définir une conjoncture, j'essaie pas moi de prendre parti sur les questions épidémiologiques. Elles nous échappent, comme un peu. Je pense qu'elles échappent même à tout le monde. Et là, on est en démocratie pour ça. Je reviens à mon concept d'égalité des intelligences. C'est que même les experts, passés à un certain stade, savent pas quoi faire. Même les experts, passés à un certain stade, je veux dire, nous disent eux-mêmes, on n'a jamais vu une bestiole pareille, elle provoque des choses qu'aucune autre ne fait, elle affecte le système respiratoire, mais le système respiratoire ne s'en ressent pas. Bon, ils n'ont jamais vu ça. On peut l'attraper une seconde fois, on était sûr que c'était impossible. Donc eux-mêmes, les experts, nous disent, on est baba, on est quoi? Ce phénomène-là nous dépasse. On est tous excédés, donc on est tous en situation d'égalité à un certain stade, rendu au moment où on se demande qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on risque nos vies pour que la vie vaille la peine, ou on vit comme des rats comme ça, terrés ou masqués? Bon, c'est ça, c'est un vrai débat. Et ce qui est dommage, c'est qu'actuellement, on est dans une réalité sociologique dans laquelle il y a une crise de confiance envers les médias, notamment aussi parce qu'ils sont érigés comme au fond, comme des moralistes. Au fond, les médias sont très souvent dans l'injonction. Voilà ce qu'il faut penser. Et vous, venez sur le plateau, et si vous ne pensez pas comme il faut le penser, on va vous faire mal paraître et on va vous mettre au défi de penser autre chose et on va vous montrer que c'est impossible et que vous êtes fou si vous pensez autrement et on va vous faire paraître comme tel. Ce que Pierre Bourdieu dénonçait de la télévision dans les années 1990, c'était rien par rapport aujourd'hui à l'espèce de tribunal qui est devenu le média. Donc effectivement, il y a des gens qui le voient. Et il ne faut pas nécessairement être sociologue pour le voir. Plein de gens le voient, de toutes les catégories sociales. Et on va se dire, mais ces médias-là, ils n'y croient pas. Parce que ils ont une idée qui est arrêtée. On décide pour qui il faut voter, qui est fou, qui est raisonnable, quelle est la bonne position, quelle est la mauvaise. Et voilà, on a tranché. Puis ce qui existe comme débat, c'est simplement sur des points résiduels. Bon. Et puis, il y a des gens qu'il ne faut surtout jamais inviter, puis ceux qu'on invite tout le temps. Puis bon, on voit bien qu'il y a quelque chose qui fait que ce média-là, quand il nous dit soudainement, il y a une pandémie, il y a une crise sanitaire, il n'a pas la crédibilité qu'il faut pour qu'on le suive, quoi. Donc, je comprends, moi, qu'ensuite, on rentre dans une logique paranoïaque. Je ne dis pas que c'est une dichotomie, là. Il y a toutes sortes de strates, là. Je pointe deux extrêmes, quoi, disons. Le premier extrême, ce serait de boire tout ce que les médias disent, vivre sous perfusion médiatique et simplement reproduire ce que les médias nous disent de penser via toute une série de porte-parole gouvernementaux, et c'est bon. Et d'autre part, ce serait de simplement
au fond, se braquer, se ruer vers une position alternative et dire, ben, si eux disent ceci, c'est donc le contraire, ou enfin essayer de construire, remplir du vide, quoi. Et en philosophie, nous, on s'est habitué à penser sur le mode de l'époquer, quoi, de la mise en suspens, de la conclusion, hein, et sur le mode de ce qu'on appelle une aporie. C'est des questions des problèmes qui n'ont pas de réponse. Et je pense qu'on est à un stade où on n'a pas de réponse vraiment définitive à un problème, quoi. Mais sans citer les sources, au niveau d'un média télévisé important en Belgique, des gens de la maison me disent que la parole est toujours donnée dans le sens des virologues, du confinement, des vaccinations, et que lorsque l'on dit si l'on pouvait donner à un moment donné la parole à un naturopathe ou l'autre, et là c'est le veto le plus complet. Oui, parce qu'on a décidé comment. C'est l'extrême centre, voilà. quoi. Voilà, on ne peut pas penser comme autrement. vous disiez. Maintenant, j'ai une double réaction ici qui nous vient de France, suite à la prise de parole de Madame Boulet, mais pas seulement d'elle, sur la pandémie actuelle. Quelqu'un qui me dit, oui, un peu comme Madame Cavalier nous l'a rappelé, on a déjà connu ça en France en 2009 avec H1N1, et on sait qu'un vaste programme de vaccination obligatoire, y compris sous la contrainte de l'armée, aurait pu se dérouler, et que ce sont des lanceurs d'alerte internes à l'armée qui ont averti, et finalement le plan aurait été abandonné. Et ça, c'est une première réaction, donc qui va dans le sens. Et puis ici, je m'embrouille un peu dans... Oui, ça c'est l'appel du patronat. Ça, c'est ce que je viens de vous dire. Oui, ici, on nous fait référence aux positions du professeur Raoult en France, et qu'il dit aussi que le Covid-19 n'est pas plus grave que la grippe saisonnière, et qu'il y a des experts qui ont des collusions avec les firmes pharmaceutiques. Et puis, on souligne évidemment tout le travail de la fondation Bill Gates. Mais là, c'est peut-être un débat qu'on ne va pas ouvrir sur le site maintenant. On avait convenu au départ, mais comme il y a une réaction d'un de nos auditeurs, je la signale simplement. Ceux qui veulent poursuivre leurs recherches sur la diversité des opinions, on sait qu'en France, le professeur Raoult, considéré comme éminent spécialiste, est maintenant super controversé parce qu'il ne pense pas comme tout le monde. Voilà. Mais nous avons fait un bon tour de la question, je pense. On a souligné des points extrêmement importants. On a vu la diversité au niveau de certains de nos intervenants, et ça, c'est tout à fait normal. Est-ce qu'il y aurait un dernier tour de table pour souligner un point qui est resté un peu dans l'obscurité, et puis après, nous pourrions conclure ce très bon webinaire? Donc, je ne sais pas dans quel sens maintenant. On peut peut-être commencer par Madame Cavalier pour faire l'inverse des tours précédents. Mais simplement, moi, je pense qu'effectivement, votre émission participe au fait d'informer les gens. Je pense que c'est bien d'avoir de la diversité dans les points de vue. Maintenant, moi, je pense aussi qu'il ne faut pas que les gens s'endorment avec, comme vous l'expliquiez, des médias qui sont quand même très orientés et qui ne laissent pas de place. Par exemple, j'ai cité la Suède, j'ai cité la Biélorussie, mais je peux aussi citer Madagascar, qui n'a presque pas de décès, mais qui se soigne avec des choses qui sont bien plus naturelles que celles que l'on nous annonce chez nous. Donc voilà, je pense que les gens doivent vraiment s'informer dans toutes les strates d'information possibles. Voilà. Merci bien. Monsieur Deneau. Ah, le micro est coupé. Votre micro est coupé. Voilà. Il y aurait tellement à dire. Hein. Admettons que cette crise-là est très importante. Bon, on nous en parle.
parce qu'elle touche, j'en ai parlé, j'en ai touché de moi-même, elle touche à une catégorie sociale qui a le pouvoir médiatique, le pouvoir politique, ainsi de suite. Donc, elle se sent concernée, donc elle fait de sa condition une condition universelle, quoi. On y est habitué. Hein, on n'a pas beaucoup parlé de la malbouffe ces dernières années par rapport à ses conséquences nocives sur la santé publique. On n'a pas beaucoup parlé de la pollution atmosphérique, hein, des crises du logement, hein, qui provoquent aussi leur lot de morts, hein, le nombre de gens qui meurent à la seconde, hein, pour des raisons d'insuffisance alimentaire dans le monde, ça dérange personne. Les vies valent rien dans ce temps-là. Mais quand c'est la vie d'un bourgeois de New York qui est concerné, là, ça devient très, très important. Bon, il y a quelque chose de cet ordre qui fausse le débat, malheureusement. Mais moi, j'ai plutôt l'impression que quand le capital s'arrête complètement, comme il s'est arrêté complètement, quand on en est à vendre du pétrole aux États-Unis en dessous de $0, lorsqu'on cloue les avions au sol, ça ne fait pas l'affaire du business. Bon, donc, il y a bien quelque chose en jeu qu'on peut considérer sérieux. Et cette chose-là est à mettre, au fond, à inscrire dans une série de phénomènes qui sont liés à notre régime consumériste, extractiviste et productiviste, hein, voué à la capitalisation. Et il représente une force, hein, ce que Hannah Arendt a représenté comme étant une force, comme on dit, par la force des choses, hein, une force historique. Hein, ces phénomènes-là, ces ressacs-là, sont le versant, en quelque sorte, immaîtrisé de l'anthropocène. Hein. L'anthropocène, c'est le fait pour une espèce de maîtriser, de dominer toutes les autres, hein, l'espèce humaine aujourd'hui. Hein, mais les ressacs, les contre-coups de ce régime-là sont aussi immaîtrisable, impondérable que ce qu'on arrive à maîtriser aujourd'hui sur le mode, hein, industriel qui est le nôtre. Et nous serons de plus en plus au 21e siècle confrontés à des crises de ce genre. Hein. C'est déjà le cas sur un mode plus isolé, quoique sur de grandes échelles. Et il faudra penser la politique, non pas seulement par rapport à la volonté des peuples, à l'évolution de l'opinion, du débat, ou à des mesures, à des convictions, à des propositions, mais il faudra considérer la politique dans un dialogue avec des écosystèmes, avec une planète, avec un monde qui, lui, vit de lui-même sa souveraineté aussi. Il n'y a pas seulement la souveraineté politique, il y a une souveraineté du monde. Et le philosophe qui en parlait le mieux, au fond, c'est Georges Bataille. Je vous remercie. Madame Boulet. Pause, les gars. Pardon, je donne des consignes à mes enfants en même temps, je suis vraiment désolée. Oui, j'ai interrompu mon micro un peu trop tôt. Peut-être pour terminer sur... en tout cas, moi, j'ai envie de me dire que cette crise, cette pandémie et ce confinement que l'on vit, j'ai aussi envie d'essayer de le voir de manière... aller comme un électrochoc qui peut essayer de nous faire réaliser aussi combien il y a des choses qui vont et il y a des choses qui ne vont pas, et il y a des choses qu'on doit changer et il y a des choses qu'on doit renforcer. Je me dis aussi que nous, on essaye d'utiliser un vocabulaire qui est celui de la reconstruction de la société, pas uniquement de la relance post-Covid, parce que la relance, ça laisserait à penser qu'en fait, finalement, on doit que relancer le système économique. Or, en fait, la pandémie que l'on vit aujourd'hui, mais aussi la crise climatique, elle génère des souffrances qui ont finalement les mêmes racines et qui sont celles d'un modèle économique qui épuise les gens, qui épuise les ressources et qui est le modèle capitaliste et le modèle néolibéral. Et donc, on doit essayer de reconstruire la société, pas uniquement de relancer l'économie, reconstruire la société en mettant en évidence aussi des nouvelles formes de décision et des nouvelles formes de lieux, de nouveaux lieux de décision. Je pense que c'est quelque chose qui est vraiment très important. Et au plus notre société va être résiliente et au plus on va recréer de la solidarité entre les gens, eh bien, je pense qu'au plus le pouvoir politique va être remis à sa place, parce que finalement, peut-être qu'aujourd'hui, on peut considérer qu'il prend trop de place, ainsi que le pouvoir économique. Et que finalement, nous, on n'a peut-être pas assez pris nos responsabilités aussi pour reprendre aussi le pouvoir des décisions et de l'inflexion de la société qu'on veut pour demain. Et donc, je pense vraiment, je suis convaincue que en faisant aussi converger les luttes, en apprenant à dialoguer ensemble avec les syndicats, avec le monde social, le monde culturel, etc., en apprenant à nous connaître, déjà, on fait de la contagion culturelle et c'est important. On développe l'esprit critique en utilisant aussi les nouvelles technologies pour avoir des autres lieux que les médias traditionnels. Si on n'a plus confiance en les médias traditionnels, on participe à la contagion de cet esprit critique et à créer des nouveaux lieux de démocratie qui sont à nous et bien à nous. Voilà. Je vous remercie.
Je remercie tous nos spectateurs pour leur participation, de nous avoir suivis pendant ce webinaire. Je remercie Mesdames Boulet et Cavalier et Monsieur Deneau pour le temps qu'ils nous ont consacré, alors qu'ils sont tous les trois super occupés. Donc, un tout grand merci. Et puis, moi, j'espère qu'un jour, on pourra se rencontrer dans le monde réel et plus dans le monde virtuel, et qu'on pourra rester de toute façon en communication. Monsieur Deneau, quand vous viendrez à Paris, faites-le nous savoir. Et je signale donc d'abord aux participants eux-mêmes et puis à nos spectateurs que ce débat, vous pouvez le revoir en replay sur la page Facebook d'Attaque Bruxelles. Et donc, vous pouvez signaler à vos contacts qui n'auraient pas été présents maintenant que c'est possible de nous revoir sur le site de Facebook. Merci à nos nœuds permanents en régie, sans lesquels tout ceci aurait été impossible. Et alors, vous pourrez nous retrouver prochainement. Suivez sur la page d'Attaque. Il y a un prochain débat qui est annoncé, probablement encore en confinement et qui ne sera pas entièrement levé. Et ce débat concernera la question de l'immigration. Bonsoir à tous et merci encore pour votre participation. Merci, au revoir. Au revoir.